Bonjour, dans cette vidéo je continue le calcul sur les fentes Young. Donc là, dans la première vidéo j'avais établi l'expression de l'intensité en fonction de la différence de marche, et donc maintenant je vais m'intéresser à l'expression de la différence de marche en fonction de X. Donc je vous montre le schéma. Alors voilà, on avait ce schéma là, et je m'intéresse à l'intensité lumineuse sur l'écran qui est ici, en fonction de X qui va définir la position du point M qui est là. Donc à la fin du calcul de la première vidéo, on est arrivé à ce résultat. On voit que l'intensité lumineuse, elle dépend de la différence de marche. Donc quand la différence de marche est un multiple de la longueur d'onde, le cosinus y vaut 1. Et dans ce cas, l'intensité est maximale. Lorsque la différence de marche, c'est à une longueur d'onde près la moitié de la longueur d'onde, par contre le cosinus là qui est ici, il vaut moins 1, et dans ce cas on a des interférences destructives. Donc on peut faire un petit schéma pour comprendre ça, et ce qui fait que le résultat qu'on a obtenu, il est, enfin ça lui donne du sens en fait, quand on y réfléchit 2 secondes. Donc le schéma qu'on peut faire, c'est celui-là. Voilà, donc j'ai représenté la pupille diffractante, l'écran, un point M ici. Là, j'ai représenté le trajet d'un rayon lumineux de F1 jusqu'au point M. Et on peut représenter assez naïvement, hein, l'onde par une sorte de vague qui se propage le long de ce trait. Donc c'est assez naïf comme représentation, mais bon, ça a moins le mérite de se comprendre assez bien. Et donc vous imaginez que vous avez le signal qui arrive. Donc je ne représente pas le signal entre deux, hein, ça sera un petit peu long à faire. Donc vous avez le signal qui arrive comme ça au point M. Et bien imaginez que vous ayez la même chose. Là je vais le représenter en bleu par exemple. Vous avez la même chose mais qui part d'ici. Alors vous remarquez que comme les deux signaux sont en phase, hein, S1 et S2, hein, celui qui provient de F1 et l'autre de F2, eh bien ils doivent démarrer tous les deux à la même valeur, hein, ici que j'ai prise égale à 0. Et quand ce signal arrive ici, imaginons on ait cette situation. Voilà. Et bien dans ce cas, on voit que les ondes, en fait, elles sont en phase. C'est-à-dire que quand le maximum de ce que j'ai représenté en jaune, du signal issu de F1, correspond et est en phase avec le signal que j'ai représenté en bleu, issu de F2. Et donc quand ils arrivent au point M, ils s'additionnent et ça donne des interférences constructives dans ce cas-là. Mais je vois également que le trajet F de M, il est plus long que le trajet F1M. Donc ce qui veut dire que si je comptais le nombre de longueurs d'onde, enfin, la différence de trajet F1M moins F2M, j'aurai forcément un nombre entier de fois la longueur d'onde. Il n'y a que à cette condition que les signaux arrivent en phase. Donc dans ce cas, on a F2M moins F1M, que j'ai noté delta, la différence de marche. C'est un nombre entier de fois, donc je le note n fois lambda, ou n. Ça appartient, allez, z, ça a le droit d'être négatif. Et donc dans ce cas, on a des interférences constructives, donc c'est un critère, hein, pour voir si on a ou pas des interférences constructives. On peut aussi avoir le cas où, si je me place à un autre endroit, donc j'ai pris un point, alors celui-là je vais l'appeler M', donc je l'ai pris en dessous, mais en fait j'aurais pu le prendre à un autre endroit, donc je l'ai pris un peu au hasard en fait. Et imaginons que là aussi on a une onde qui démarre comme ça. Pour simplifier, je l'ai fait partir de 0, il y a bien un instant où c'est le cas. Et cette onde-là, imaginons qu'elle arrive comme ceci.
au niveau du point M'. Et quand je prends le signal qui est issu de F2, hein, donc ça c'est F1, ici et ici on a F2. Alors ce signal-là, issu de F2, donc je démarre de la même façon, hein, puisque les signaux issus de F1 et F2, ils sont en phase. Hein, donc c'est le même motif, hein, ils démarrent tous les deux à 0 en montant. Et imaginez que lorsque ça arrive ici, on ait quelque chose comme ceci. Bon, ça se voit un petit peu moins bien. Mais ce que vous remarquez, c'est que lorsque le signal en jaune il est maximum, il a sa valeur maximale, le signal que j'ai représenté en bleu, issu de F2, il a sa valeur minimale. Et inversement, lorsque en jaune c'est minimal, en bleu c'est maximal. Donc évidemment, lorsque ça arrive au point M', en fait les signaux ils se compensent et ça fait 0. Et dans ce cas, on parle d'interférence destructive au point M'. Et dans ce cas-là, la longueur f de m, enfin la différence de trajet f de m moins f1m, c'est un demi-entier, donc je vais l'écrire comme ça, n plus 1 demi, fois la longueur d'onde, où n, ça appartient à z. En effet, lorsque vous avez des signaux qui sont en opposition de phase, hein, donc quand l'un est minimum, l'autre est maximum, eh bien, il y a un décalage d'une demi-longueur d'onde entre ces signaux. Et comme ils étaient en phase au début, eh bien, la seule façon, c'est qu'il y ait un nombre de fois, enfin un demi-entier fois la longueur d'onde. Et ça, c'est le critère des interférences destructives, et c'est cohérent, je vous la remonte, avec la formule qui est ici, hein, puisque quand delta est un nombre entier de fois lambda, le cosinus vaut 1. Quand delta c'est un demi-entier fois lambda, le cosinus il vaut moins 1, on a bien i dans ce cas qui vaut 0. Voilà, donc c'est juste une petite discussion autour de cette formule-là. Maintenant, on va faire les calculs. Donc on va calculer la différence de marche. Donc je vais refaire un petit schéma pour calculer f1m et f de m en fonction de x. Voilà, j'ai refait une partie du schéma. Je vous rappelle que la distance entre les fentes sources, c'est petit a. La distance ici, c'est petit a. Ça veut dire que entre l'axe des y et la fente f1, c'est a sur 2. Donc je nomme les axes. Ici c'est y, là c'est x. Z, il est comme ceci. Et ici c'est l'origine du repère. Et je vous rappelle qu'entre la pupille diffractante et l'écran, j'ai la distance grand D. J'ai appelé grand D. Donc là je vais prendre le rayon qui est issu de F1 qui va jusqu'au point M. Et je veux calculer cette distance, F1M. Et bien je vais utiliser Pythagore tout simplement, hein, parce que je peux faire apparaître un triangle rectangle. En effet, si je modifie un peu le schéma, là je fais apparaître un triangle rectangle en ce point-là. Cette distance, je la connais, bah c'est D. Cette distance, je la connais aussi. Pourquoi? Parce que la coordonnée du point M, enfin suivant l'axe des x, c'est x. Donc la longueur entre l'origine et le point M, c'est x. Il faut que je les retire a sur 2. Donc ce truc-là, ça vaut x moins a sur 2. Et j'applique Pythagore. Et ça donne F1M qui vaut, je vais écrire ici, ça vaut racine de d carré plus x moins a sur 2 au carré. C'est un premier résultat, hein. Donc j'ai bêtement utilisé Pythagore. Ce qu'on aurait pu faire également, c'est écrire les coordonnées du point M. Donc c'est x suivant x, 0 suivant y, 0 suivant z.
j'aurais pu écrire les coordonnées du point F1, donc c'est A sur 2 suivant X, moins D suivant Y, hein, puisque je suis la distance de là à là, c'est D, et je dois me déplacer négativement suivant l'axe Y, 0 suivant Z, je fais la différence, je calcule les coordonnées du vecteur F1M, et j'applique Pythagore, enfin je retrouve exactement le même résultat. Là, l'avantage, je trouve que c'est assez simple de procéder ainsi. Alors faites attention, dans le raisonnement que j'ai fait, j'ai choisi le point M au-dessus de F1. En fait, ça aide à l'expression de cette longueur-là, qui du coup est positive. Bien entendu, la formule que j'ai établie, elle va marcher aussi lorsque le point M il sera ailleurs sur l'écran. Hein, donc souvent on fait ça, hein. On fait un schéma qui fait que les calculs sont un petit peu plus simples. Et normalement, si vous n'avez pas fait d'erreur, les formules que vous obtenez sont encore valables dans le cas général. Je vais passer au deuxième cas. Donc cette fois-ci, toujours le point M. Et je vais m'intéresser à cette longueur-là. Donc là, comme tout à l'heure, je construis un triangle rectangle comme ceci. Il est rectangle ici. Là, j'ai toujours grand D. Et la longueur qui est ici, ben cette fois-ci, c'est X. Donc X, c'est entre l'origine, là c'est Y, X, l'origine, l'axe des Z qui est dans le plan de la feuille. X, c'est de là, l'origine au point M. Il faut que je rajoute A sur 2. Donc cette fois-ci, j'ai X plus A sur 2. Ce qui fait que F de M, ça vaut, toujours d'après Pythagore, ça vaut racine de D carré plus X plus A sur 2 au carré. Donc GF1M, GF de M, donc j'ai l'expression de delta, et vous allez voir que cette expression est pas très jolie, hein, elle n'est pas très pratique à utiliser, hein, donc c'est D carré plus X plus A sur 2 au carré moins racine de D carré plus X moins A sur 2 au carré. Évidemment, cette expression, elle a le mérite d'exister, mais évidemment, elle n'est pas pratique du tout, hein, parce qu'il y a des racines, des carrés. Donc si on vous demande de faire une application numérique, vous allez être bien embêté. En plus, elle est très encombrante comme relation. Donc l'objectif, c'est de simplifier ça pour avoir une expression qui est plus facile à manipuler. Et pour ça, il faudra que je fasse une petite approximation, et on verra que cette approximation, elle sera très très bien vérifiée. Alors le résultat que je vais utiliser est le suivant. Donc vous imaginez, je me donne un repère, et je vais tracer la fonction racine de x. Donc je vais la tracer en jaune. Alors mon repère, il est orthonormé. Donc ici je vais tracer racine, alors je vais mettre grand X, pour ne pas le confondre avec le petit x. Ici je mets 1, j'essaie d'avoir quelque chose d'orthonormé. 2, 3, 4, donc je sais que la courbe elle passe par ce point là, racine de 1 ça fait 1, je sais qu'elle part de 0 la courbe, et je sais que quand j'arrive à 4, j'arrive à la valeur 2 à peu près, donc je peux tracer cette courbe qui va ressembler à ça. Et pour un quart, j'ai un demi. Donc ça fait une courbe qui va ressembler à ça. Alors, bon, c'est pas très bien dessiné. Voilà, j'ai pris un peu de temps pour essayer de la représenter au mieux. Et ce que je vais utiliser, c'est en fait, je vais zoomer sur cette zone-là. Donc vous imaginez, là je zoome là sur cette zone-là, et en faisant ça, je me rends compte que finalement la fonction racine, ça ressemble quasiment à une droite.
effectivement, bah, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais confondre la tangente et la fonction racine exactement en x égale 1. Alors pourquoi x égale 1? Bah parce que en fait, je vais m'arranger pour remplacer le d carré par 1, tout simplement. Donc si je zoome, donc si on regarde que ce qu'il y a dans le rectangle que j'ai dessiné en orange, et bien finalement je vais pouvoir confondre la fonction racine de grand X avec grand X. Et j'utilise un résultat que vous avez vu, l'équation de la tangente, c'est Y, c'est f de x0. Alors je mets un grand X, plus f' de x0 fois x moins x0. Ça, c'est l'équation de la tangente. Je vais appliquer ce résultat, évidemment, à la fonction racine de x. Donc, et pour x0 égale 1. D'accord? Ce qui fait que ce terme-là, ça va être racine de 1. Et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc là, vous êtes censé savoir ça. Donc c'est 1 sur 2 racine de 1. Et x0, ça vaut 1. Voilà, donc je le fais assez rapidement, tout ça. Ce qui fait que j'arrive à l'équation suivante, y, ça vaut 1 plus 1 demi de x moins 1. Et finalement, on a le résultat suivant. C'est racine de grand X, c'est environ égal à 1 plus 1 demi de x moins 1. Alors, je peux utiliser les résultats sous cette forme. Hein, donc et ça, c'est quand x proche de 1. Voilà, c'est quand je confonds racine de x avec sa tangente, j'ai à peu près ce truc-là. Et ce truc-là est d'autant mieux vérifié que x est proche de 1. Sous cette forme-là, on peut déjà l'utiliser, cette formule, mais en fait, on peut faire un peu mieux que ça. Je vais l'utiliser sous cette forme-là. Je pose. Puisque grand X, il est quasiment égal à 1, eh ben j'ai le droit de poser ceci après tout. Avec epsilon qui est tout petit devant 1. Ce qui fait que j'ai un résultat qui pour moi va être plus facile à utiliser. Donc si j'ai posé ça, eh ben epsilon c'est x moins 1. Donc c'est pour ça que je n'ai pas simplifié l'expression. Après tout, j'aurais pu distribuer le 1,5 dans la parenthèse et puis réarranger un peu cette expression, mais je ne l'ai pas fait pour justement pour la raison suivante. Ça me permet d'écrire ça assez rapidement. Et c'est cette formule-là que je vais utiliser, et c'est pour epsilon très petit devant 1. Donc c'est ce résultat-là que je vais utiliser pour simplifier mon expression. Quand vous arrivez à... je vous remonte l'expression de delta, qui est juste là. Quand vous arrivez à une expression de ce type-là, ce qui est embêtant, c'est les racines. En fait, on a beaucoup de mal à se débarrasser des racines, et justement, avec ça, je vais y arriver. Voilà, donc on va démarrer le calcul. Donc je vais repartir de cette expression-là. Qui est ici. Et je vais mener mon calcul en essayant en utilisant l'approximation que je vous ai montré un instant. Donc la première étape de mon calcul, c'est d'essayer de faire apparaître un facteur 1 à la place du d carré. Donc pour y arriver, c'est assez simple. Je vais mettre d carré en facteur, comme ceci. Voilà le 1 qui m'intéresse. Et du coup, j'ai un terme. Bon là, j'ai des fractions, donc c'est un petit peu encombrant. Et je fais la même chose pour l'autre racine. Donc je mets d carré en facteur. 1 plus x moins a sur 2 au carré sur d au carré. Voilà.
Et là, je vais, le racine de d carré qui est devant, en fait, je vais sortir le d carré, ça devient d. Et je le mets en facteur. Et j'ai une forme qui est celle que je veux, en fait. Hein. J'ai racine de 1 plus quelque chose. Et il faut juste s'assurer que ce truc-là que je suis en train d'écrire, c'est petit devant 1. Donc plus x moins a sur 2 sur d au carré. Alors effectivement, c'est petit devant 1. Donc ce terme-là, il est petit devant 1. Donc ce sera mon epsilon 1. Je vais l'appliquer 2 fois la formule. Parce que, rappelez-vous, x, c'est sur l'écran, c'est de l'ordre de, on va dire, de la dizaine de centimètres au maximum. Donc 0,1 mètre. 10 cm, c'est 0,1 mètre. D, c'est plutôt de l'ordre du mètre, hein, voire de plusieurs mètres. Et petit a, c'est la distance entre les fonds de Young qui est plutôt de l'ordre du millimètre. Donc le x, on va dire, c'est 0, à peu près, donc x plus a sur 2, c'est à peu près 0,1 mètre au maximum. Grand D, c'est plus grand que 1 mètre. Ce qui fait que ce terme-là, une fois que je l'ai mis au carré, sa valeur maximale, ce sera 0,1 au carré, c'est-à-dire 0,01. Ben 0,01, effectivement, c'est petit devant 1, donc tout va bien. Ce terme-là, il est bien négligeable devant 1. Et je peux faire la même chose avec ce terme-là. Du coup, je vais l'appeler epsilon 2. Et bien sûr, pour la même raison, il est très petit devant 1. Donc j'applique la formule simplificatrice, hein, qui est, je vous rappelle, qui est ici, avec epsilon 1, puis avec epsilon 2, et ça donne ceci. Voilà, j'ai appliqué la formule. Donc le epsilon 1, vous le retrouvez ici. Le epsilon 2, vous le retrouvez ici. Le facteur 1,5 qui est ici, donc je vous remonte la formule. Hein. Donc j'ai le epsilon, je le retrouve ici, à 1,5 devant, et le plus 1. C'est exactement ce que j'ai fait. Attention, le signe moins qui est ici, n'oubliez pas la parenthèse qui est là. Hein, lorsque je remplace ce terme-là par ça, il ne faut pas oublier la parenthèse, sinon vous faites une erreur de signe. Je distribue le signe moins à l'intérieur. Et donc on peut, voilà, à partir de maintenant, c'est des petits calculs. Donc on a ceci. Voilà, donc j'ai recopié l'équation. Donc ça prend un petit peu de temps, hein, de recopier ligne après ligne. Donc dans ce cas-là, quand vous avez un calcul qui est assez simple à mener comme ça, ne faites pas trop, ne grillez pas trop d'étapes. Hein. Détaillez un petit peu le calcul. Détaillez pas trop parce que ça, du coup, ça prend un petit peu de temps. Mais essayez de trouver le bon équilibre. Ici, on a une simplification qui se fait. Hein, le 1 et le moins 1 s'en vont. Et on peut maintenant développer le carré. Donc, ça donne ceci. Donc voilà, j'ai recopié l'expression. Donc ça donne delta qui vaut grand D. Le 2 sur d carré, je peux le mettre en facteur. Ce qui fait que je me retrouve avec, donc ça simplifie un petit peu, ce terme-là. Je développe les carrés. Donc là, il n'y a absolument aucune difficulté. Ici, je simplifie le grand 2 qui est là avec l'exposant. Ça me donne ensuite dans le crochet x carré plus a carré sur 4, plus 2 fois le produit, donc c'est plus a fois x. Hein, le facteur 1,5 s'en va. Moins, j'oublie pas la parenthèse, x carré plus a carré sur 4. Le signe moins, quand je le mets au carré, alors le moins a sur 2, lorsque je le mets au carré, le moins disparaît. Donc ça donne bien ce terme-là. Par contre, ici, j'ai moins ax.
je distribue le signe moins dans la parenthèse. Et ce que je remarque, donc du coup là j'accélère un petit peu, c'est que le x carré va simplifier, le a carré sur 2, a carré sur 4, il se simplifie. Le moins ax avec le moins ça donne plus ax, et ça me donne donc delta, ça vaut 2ax sur 2d, et finalement j'arrive à l'expression qui est beaucoup plus simple, qui est égale à ceci. Donc ça c'est mon résultat qui est beaucoup plus simple pour l'expression de delta. Et cette approximation, elle est très très bonne. Hein. Lorsque j'ai appliqué l'approximation, hein, j'ai transformé la racine, eh bien, il faut qu'epsilon soit tout petit, et c'est effectivement le cas. Donc ici j'ai mis un signe égal, c'est pas tout à fait correct, hein, c'est environ égal, mais l'approximation est vraiment très très bonne. Une fois que j'ai l'expression de delta, ben, je peux la réinjecter dans l'expression de l'intensité que j'ai obtenue précédemment, et ça donne le résultat suivant. Donc là, j'ai remplacé delta par ax sur d1. Le delta, rappelez-vous, hein, c'était 2pi delta sur lambda. Hein, donc ce qui est important, c'est le delta sur lambda. Hein, c'est le rapport, en fait, la bonne unité de longueur, finalement, c'est la longueur d'onde. Donc c'était 2pi delta sur lambda. J'ai remplacé delta par ax sur d, ça donne ça. On peut remarquer que dans le cosinus, on a bien une grandeur qui n'a pas d'unité, hein, puisque c'est une longueur fois une longueur, sur une longueur fois une longueur. Donc ça donne une grandeur qui est adimensionnée. Et on va tracer la courbe qui correspond à cette expression de l'intensité. Donc je me donne des axes. Ici, je prends l'axe des x. Ici, l'axe des intensités. J'ai une fonction sinusoïdale, enfin c'est un cosinus. Donc je connais sa valeur maximale et sa valeur minimale. Donc la valeur maximale, c'est quand le cosinus ici vaut 1, parce qu'il y a un plus. Donc ça fait 4i0. Donc je peux graduer mon axe. Donc ça c'est la valeur maximale. La valeur minimale, c'est quand le cosinus vaut moins 1, et ça fait 0. Donc je sais que je vais avoir une oscillation de l'intensité entre une valeur maximale qui est ici, 4i0, et une valeur minimale qui vaut 0. Je sais également que quand je prends x égale à 0, le cosinus il vaut 1. Donc je sais également que l'intensité va forcément passer par ce point-là. Hein, lorsque x vaut 0, l'intensité elle est maximale. Et après, ben, je n'ai plus qu'à dessiner une fonction sinusoïdale, donc ça c'est pas très compliqué. Hein, donc on essaie de s'appliquer pour faire quelque chose qui ressemble à une fonction sinusoïdale, mais il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc j'ai essayé de... Il y a des petits défauts là. Donc j'ai tracé la courbe. Donc c'est bien une fonction sinusoïdale. Et ce qui manque dans ce graphique, c'est la graduation de l'axe des x. C'est-à-dire que j'ai gradué l'axe des ordonnées, hein, puisque c'est 4 et 0. Ici j'ai l'origine. Là, ce qui manque, c'est quelle valeur j'ai lorsque j'obtiens le maximum qui est ici. Quelle valeur j'ai. Donc là, il suffit simplement de regarder ce qu'il y a dans le cosinus. Donc c'est une fonction sinusoïdale, et donc là, lorsque x augmente, la première fois qu'on retrouve la valeur maximale, la valeur de x, c'est lorsque dans le cosinus il y a 2pi. C'est-à-dire lorsque ce truc-là, il vaut 1. On pourrait regarder aussi ce maximum-là. C'est dans ce cas, 2pi à x sur lambda d, ça vaudrait moins 2pi, hein, parce que x il est négatif. Si je prends le maximum suivant, que je n'ai pas représenté, ben 2pi à x sur lambda d, ça vaudrait 4pi. Puis le maximum d'après, ça fait 6pi, etc. Donc évidemment, moi je m'arrête au premier, puisque comme c'est une fonction périodique, c'est pas la peine de la représenter plus que ça. Donc, et cette valeur-là, ça s'appelle le x qui vérifie ça, on appelle ça l'interfrange. Bon, je vais commencer par graduer l'axe, et puis du coup on aura l'expression de l'interfrange.
Donc tout calcul fait, lorsque j'isole x, ça fait lambda d sur, ici j'ai lambda d sur petit a. Et donc pour ce maximum là, j'ai moins lambda d sur petit a. Ce qui fait que entre deux maximums, ici, j'ai ce qu'on appelle l'interfrange, ça c'est un truc, ça se voit. Hein, c'est entre deux franges claires. On appelle ça l'interfrange que je note I. C'est lambda d sur petit a. Et on appelle ça l'interfrange. Donc on peut encadrer ce résultat. Donc je vais le réécrire à côté. Un I c'est lambda d sur A. Et on encadre le résultat. Donc on peut, et ça se répète indéfiniment, enfin indéfiniment sur la largeur de la figure d'interférence. On peut regarder ce que ça donne en vrai, hein, parce que là j'ai tracé un graphe I en fonction de X, et forcément ça ne vous parle pas forcément. Hein, ce tracé-là, on peut regarder ce que ça donne en vrai. Enfin en vrai, sur le schéma du départ, en perspective, qu'est-ce qu'on va voir sur le schéma, sur l'écran. Donc là, j'ai repris le schéma de départ. Et ce qu'on va observer sous l'écran, c'est ceci. On va observer déjà une tâche centrale. Et un petit peu plus loin, une autre tâche, et ainsi de suite. Alors c'est un petit peu plus rectangulaire que ça. Donc là, je fais, il faut que je sonne un petit peu mon schéma. Voilà, j'ai représenté les différentes franges brillantes. Donc ça fait, si on regarde pas trop en détail, ça ressemble à des rectangles. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se déplace suivant x, l'intensité varie continuellement suivant la courbe que j'ai tracée juste avant. Donc ce qu'on voit en première approximation, donc c'est des franges brillantes et au milieu des franges sombres. Et l'interfrange, c'est la distance entre on va la retrouver entre le centre d'une frange brillante. Alors je vais zoomer un petit peu là parce que sinon je ne vais pas y arriver. Je prends le centre d'une frange brillante ici. Et je prends le centre de la frange brillante qui est juste après. Et j'ai exactement l'interfrange. Et je la retrouve en fait... je vais retrouver l'interfrange également entre la frange brillante qui est centrée là au point haut et celle-ci. Enfin, en fait, je retrouve cette interfrange entre toutes les franges brillantes. Hein. C'est ce qu'on a aussi montré par le calcul. Hein. C'était une fonction cosinus, donc elle est périodique. Donc l'interfrange, je la retrouve entre n'importe quelle frange brillante, deux franges brillantes successives. Et donc si je veux la mesurer, ben, je peux très bien mesurer 10 franges brillantes et je divise par 10 pour avoir plus de précision dans sa mesure. Donc voilà, je vais le mettre un petit peu plus pour que ça se voit. Donc ça c'est petit i, l'interfrange. La diffraction, on ne l'a eu que suivant la direction x. Il n'y a pas de diffraction suivant la direction z. Ce qui fait que la largeur du faisceau, qui vaut à peu près, on va dire, 1 mm, c'est typiquement 1 mm. Alors pour l'ordre de grandeur, on peut le noter comme ça, avec un dièse. Et bien je vais retrouver ce millimètre là au niveau de l'écran. Alors il y a toujours un petit peu de diffraction, mais en gros je vais retrouver sur l'écran la largeur du faisceau lumineux au niveau de la hauteur de la figure d'interférence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de diffraction suivant la direction Z. Voilà, ça donne ceci. Vous pouvez très facilement trouver ce genre de figure de diffraction. Hein. Vous allez sur internet,
vous tapez Fan Dung image et puis vous avez plein d'images et vous allez voir ce que ça donne en vrai. On le fera également nous en TP hein, et on verra la figure d'interférence sur l'écran. Donc normalement je pense avoir tout dit sur, sur les calculs de l'intensité sur l'écran pour les Fan Dung. Voilà, à bientôt.